propos du récit de Léa Roubac, recueilli par Marie-Claire Lacroix pour l'Institut québécois de la recherche sur la culture. Léa Roubac est née à Montréal le 3 novembre 1903. Vos parents étaient arrivés de la Pologne en 1899 et ils décidèrent de venir fonder leur famille ici à Beauport, tout près de Québec, en 1906, alors que vous aviez 3 ans. C'est une période pour vous qui vous a beaucoup marqué dans votre vie. Racontez-moi donc, qu'est-ce que c'est qui vous a marqué à cette époque-là? Ça a été une vie, je dirais, moi, premièrement, étant une famille juive dans une ambiance, un environnement canadien-français, comme on disait dans le temps, et puis catholique. Et du côté positif, là, je dirais que ça a été un enrichissement extraordinaire pour moi et puis pour ma famille, parce que ces gens-là nous ont vraiment ouvert leur cœur. Et pas tous, mais là je parle du côté positif. Et c'était des gens qui ont été humains, gentils, et pour eux qu'on était juifs ou qui ne comprenaient pas trop nos coutumes, ces gens-là m'ont marqué, moi, ces familles qui ont été d'une bonté, d'une compréhension durant tout le temps qu'on a été là. Comment les gens vous ont accueillis? Je vais vous donner seulement quelques exemplaires. Il y avait, premièrement, on parlait le juif, et on a appris le français. Ces gens-là ont été, comme je prends par exemple la famille Placide Langlois, senior, parce qu'il y avait un jeune Placide aussi. Mais cette femme, Madame Langlois, elle a élevé sa famille, et quand sa fille est morte en couche, elle a accepté d'élever la petite qui a vécu. Et Madame Langlois a été comme une maman pour ma mère à moi. Et puis elle avait le sens de l'humour, elle était gaie, elle était spirituelle. C'était une femme intelligente, j'aimais bien, et elle aimait maman. Il y a des petites choses qui sont arrivées, bien entendu. Il y avait la question que, étant juif, maman, on a été élevés d'une façon orthodoxe, pas avec toutes les demandes qu'on faisait sur la religion et puis les traditions. Alors, on était observants, pratiquants. Un bon jour, on était à peine arrivé là quelques mois, Madame Langlois voulait faire une petite gentillesse à maman, parce que maman était jeune et puis elle avait la difficulté de s'exprimer. Alors Madame Langlois l'a encouragée, elle dit, vous allez parler, et vous allez voir que vous allez apprendre le français. Alors un bon jour, elle arrive avec un beau plat de blanc-mange. Oh, il était beau. Et puis maman le regarde, elle a remercié Madame Langlois, et elle dit, oh mon Dieu, c'est du lard. On n'a pas le droit de manger ça. Alors elle est allée, puis il y avait un endroit, là, un dépotoir où on jetait les déchets. Alors maman est allée, et puis elle l'a jeté là. Puis moi, bien entendu, avec ma gueule, comme on dit. Votre grande langue? Ma grande langue, oui, ça c'est plus poli. Alors, maman,
Elle est allée jeter ça, puis moi, je cours chez Mme Langlois et je lui dis, vous savez, Mme Langlois, qu'est-ce que maman a fait avec le bon blanc-mange? Alors, Mme Langlois a dit, non, qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? J'ai dit, maman, elle l'a jeté au dépotoir. Elle dit, pourquoi? Mais maman a dit que c'était fait avec du lard. Elle a dit, oh, ma pauvre. Ah ben, je vais aller voir maman. Alors, elle est venue à la maison. Puis elle a dit, vous savez, Madame Robach, vous n'aviez pas besoin de jeter ça. C'est fait avec des œufs et du lait. Il n'y a pas de lard du tout qu'on met dans le blanc-mange. Alors, maman a demandé qui l'avait dit. Elle a dit, ben, c'est la petite Léa qui est venue. Alors, inutile de vous dire que j'ai attrapé la volée sur les fesses. Hein? Alors, ça, vraiment, on ne l'oublie pas. Hein? Et puis, non seulement Mme Langlois était gentille comme ça, mais ses filles. Laura, qui a été une institutrice et qui a été très gentille. Quand mon frère a été opéré pour l'appendicite, à la maison, sur la table de la cuisine, hein? Alors, les deux docteurs, de très grands chirurgiens, les docteurs Paquet, qui sont venus de Québec, ils étaient à l'Hôtel-Dieu, ils sont venus l'opérer. Et puis, pauvre Henri, c'était un enfant, sans doute de 9 ans, mon frère aîné. Et alors, lui, Laura est venue, parce qu'il la connaissait, alors elle lui tenait les jambes tranquilles. Et puis, on lui avait donné du chloroforme, mais à petite goutte, hein, parce que c'était un petit garçon. Et puis, un petit enfant, devrais-je dire. Alors, elle le tenait, et puis elle lui parlait gentiment. C'est elle qui s'était offerte. C'est ça qui compte. Et puis, après ça, lui a apporté un beau cadeau d'outils, parce qu'Henri, même à cet âge-là, aimait bricoler. Alors, c'est ça qu'elle avait fait. Oh, c'était bon. Et puis, en plus de ça, on avait des voisins. Quand les enfants, deux de ma petite soeur, mon petit frère, avaient attrapé la diphtérie. Et puis, la voisine, cette chère Madame Carmichael, nous, on avait les 9 enfants. Et puis, elle en avait 7 ou 8. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Et puis, une nuit, elle est venue, elle avait mis son beau tablier blanc, tout propre. Et puis, elle a dit à maman, allez vous coucher, je vais prendre la relève. Puis maman ne voulait pas, maman dit, vous avez une famille, vous aussi, c'est contagieux, rentrez chez vous. Mais elle dit, Madame Robach, on n'est pas des sauvages, on est des voisins. Je suis venue pour vous aider, puis il n'y avait pas moyen. Alors, maman lui a permis d'être tout près de la porte, pour ne pas arriver près des petits berceaux. Et puis, elle a vu que maman s'assoupir un peu sur la chaise berçante. Et en plus de ça, on avait la famille Charles-Parent qui était tout près. C'était des fermiers, parce qu'à l'époque, Beauport, c'était pas une ville, c'était un village, c'était des fermiers. Puis on les aimait bien. Il y avait Marianne qui travaillait, c'était la fille. Il y avait la Bru, comme on disait dans le temps, la belle-fille. Georgiane, qui est morte très jeune, une femme extraordinaire. Et je pense que c'est là, à Beauport, j'étais très jeune, mais je pense que mon esprit de féministe a grandi là. Ces femmes qui travaillaient tellement fort, ces femmes qui enduraient toutes sortes de martyrs, parce qu'il y en avait des hommes qui étaient, comment dirais-je, un peu ivrognes, et puis n'avaient pas les délicatesses que la femme avait besoin. Alors, ces femmes-là nous ont marqués. On allait aider aux fermiers, la famille, parents, le soir du marché, parce qu'ils allaient le vendredi soir. Ils venaient à Québec
pour faire le marché. Et puis alors nous, on allait là, on écaillait les pois, on avait les radis, puis nous, mon Dieu, on n'avait pas besoin de bicyclette, puis on n'avait pas besoin des joies, puis tout ce tralala. Ça, pour nous, c'était un jeu, c'était merveilleux. Et puis, il y avait les vaches, ma soeur, mon autre soeur, eh bien, elle allait avec le beau chien noir, puis on nous permet, c'est-à-dire on nous a permis de participer avec leurs petits-enfants. Et puis, il faut que je dise aussi que toute la famille Charles Parent, c'était du monde vraiment, pour moi, c'était comme ma parenté. Vraiment. Et puis, il y avait ce cher médecin, Dr Lachance. Un homme, un vrai médecin. Il avait le cœur à la bonne place. Il avait les capacités pour faire les diagnostics de maladies très justes. Et en plus de ça, cet homme-là aimait tous ses patients. Il était bon pour maman, il l'aimait donc. Il lui disait... Maman était rendue à son 10e bébé, là, dans les années 17. Alors, 18 dis-je. Alors, il disait, vous êtes bonne pour vous rendre à la 12e. Alors, maman dit, oh non, j'ai pas la santé pour ça. Il dit que vous êtes donc chanceuse d'avoir des enfants parce que sa femme ne pouvait pas en avoir. Et lui adorait les enfants. Mais là, il faut que je raconte cet homme que quand les enfants ont été malades de la diphtérie, lui a dit de suite, pour sauver les autres enfants, parce qu'il y en avait 7, alors il a dit, il faut aller chercher un sérum. Dans le temps, ça se nommait antitoxin, je ne sais pas quoi, antitoxin. Alors mon père a quitté Beauport, il est allé chez Livernois. Dans le temps, il y avait la pharmacie Livernois. Et là, il avait l'ordonnance que le docteur Lachance lui avait donnée. Et puis, il avait fait ça. Puis nous, on a été alignés comme des petits moutons. Puis il nous a donné ce sérum qui a sauvé nos vies. Mais là, pour vous démontrer cet homme-là, c'était un accoucheur qui... C'est comme s'il sortait les bébés là, de ses poches tant qu'il les aimait. Tenez, voilà votre bébé, qui disait à maman. Et aussi heureux comme si ça lui appartenait. Eh bien, un soir, quand ces deux petits de la maison, mon frère et ma soeur, c'était le soir de la crise, mais nous, on ne le savait pas. Il ne l'avait pas dit à maman. C'était vers 3 heures du matin, maman n'avait pas fermé l'œil. Elle était là, elle veillait les enfants, il fallait leur laver parce qu'il faisait la fièvre. Et docteur Lachance frappe à la porte. Et maman dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous faites, docteur, ici, à cette heure-ci? Il dit, vous savez, madame Orbach, je ne pouvais pas dormir. Alors j'ai dit, tiens, je vais aller faire un voyage dans l'enceinte, parce que nous demeurions, ça s'appelait l'enceinte. Et puis il dit, ah ben tiens, il y a de la lumière chez la famille Robert. Oh ben mon Dieu, je vais aller frapper à la porte. Et savez-vous, il était venu non pas parce qu'il ne pouvait pas dormir, ce cher docteur Lachance. Il était venu parce qu'il savait que c'était la crise et que les enfants, s'ils surmontaient ça, ils étaient bien, ils pourront survivre. Et en effet. Et il a fait... c'est lui, grâce à lui, que les deux docteurs Paquet sont venus pour opérer mon frère sur la table de la cuisine. Il y avait des hôpitaux à l'époque? Il y avait l'Hôtel Dieu, et je pense qu'il y avait aussi l'hôpital Jeffrey Hill, je ne suis pas certaine. Mais maman avait été en haut, là, elle avait accouché de ma petite sœur Lottie, et puis maman a dit, oh non, elle dit, qu'est-ce que c'est qui va aller à l'hôpital vers le petit? Oh non, elle dit, il va s'ennuyer, il ne pourra pas revenir. Elle dit non, ils seront opérés ici à la cuisine. Et alors nous, on nous envoie, parce qu'on avait un magasin général, on est allé dans le magasin ce soir-là, c'était vers les 7 heures. Et puis, mon frère a été opéré, et puis Madame Langlois avait envoyé Laurent
pour encourager Mme Robert et puis pour aider les médecins. Et puis mon grand-père était venu des Chutes Montmorency pour donner le soutien à maman et puis d'être là. Et puis après que cette appendicite a été enlevée du corps de mon frère et puis c'était temps, alors c'était dans un verre. Et grand-papa, on était tous debout là, autour du poêle au magasin. C'était le grand magasin. Grand. C'était pas chez Eaton, hein, mais pour nous, c'était grand. Alors, il arrive et dit, tiens, c'est ça qu'ils ont sorti de votre frère. Alors, nous, on pensait de s'écraser dans le magasin. Alors, voyez-vous, là, ça, tous ces événements-là, ça m'a marqué. On avait de bons amis, de très bons amis. Ça, c'est le côté positif. Il y avait d'autres côtés négatifs, vous voulez dire? Oui. Mais on les a aussi marquants que les positifs? Je dirais non. Les positifs ont été vraiment marquants pour la simple raison que ces gens-là étaient tellement bons. On voyait qu'ils étaient vraiment avec nous, malgré le fait qu'on parlait une autre langue, qu'on avait d'autres coutumes, qu'on fêtait la Pâque et eux fêtaient les Pâques. On avait notre jour de l'an au mois de septembre ou octobre, et puis eux avaient leur jour de l'an au mois de janvier. Nous, on avait la Hanouka, et eux avaient la Noël, le jour de Noël au mois de décembre. Mais la chose qui les avait impressionnés, je crois, qu'on était pratiquants. On était pratiquants, on suivait notre religion, on avait le respect de la religion de ces gens-là. Parce que maman ne voulait jamais qu'on soit dehors pour la fête Dieu, parce qu'il fallait s'agenouir. Et puis nous, bien entendu, on était juifs et on ne faisait pas ça dans notre religion. Alors maman disait, entrez à la maison. Pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, il faut que je vous raconte ça. On était juifs, hein. J'avais un frère, Joseph. Il est mort, Joe. Il avait des cheveux blonds, et des frisettes naturelles. Alors, il y avait quelqu'un qui était venu, qui était de la, à l'église, là, il y avait un comité pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors, ils sont venus demander à maman si Joe pouvait devenir le petit Saint-Jean-Baptiste. Il avait, je ne sais pas, 4-5, il n'avait pas 5 ans, il avait 3-4 ans. Il était blond, il était beau, il était rond, bien beau. Alors, ils ont dit, il a tout ce qu'il faut pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors, maman a dit, nous, on ne fait pas ça parce que c'est pas notre religion. Puis, il n'y a rien à faire avec la religion. Il sera assis dans la voiture, là, avec un petit mouton dans les bras, puis il y aura une peau de mouton sur le corps. Alors, maman les a remerciés pour l'honneur, mais Joe n'était pas le Saint-Jean-Baptiste. Mais pendant nombre d'années, on l'appelait toujours le petit Saint-Jean-Baptiste. Le côté négatif, il y avait, par exemple, il y avait un avocat, là, et qui était antisémite, faut dire, un homme borné. Et puis, il n'aimait pas les Juifs. Bon, c'est pas donné à aimer tout le monde. Il n'y en avait pas beaucoup de Juifs à cette époque-là, à Québec. Non, il y avait seulement une petite population à cette époque-là. Il y avait des Juifs qui demeuraient là, qui avaient des magasins dans la rue Saint-Paul, dans la rue Saint-Joseph. Et puis, il y avait un certain nombre de colporteurs aussi, certains immigrants qui venaient, puis ils faisaient le colportage. Mais, franchement, moi, je vais pour me dire, quand j'entends les gens qui n'ont pas telle et telle nationalité, moi, je dis, c'est parce qu'on ne les connaît pas, c'est l'ignorance crasse, hein? Parce que quand on connaît les gens, ils sont pareils comme nous. Bon. Alors, mais là, lui, il ne voulait pas qu'on ait
parce qu'on avait acheté, ça aussi, on ne pouvait pas trouver des gens qui pourraient nous vendre un lopin de terre. Il ne fallait pas vendre. Ça, bien Toujours entendu. parce que vous étiez des Juifs. Oui, oui, seulement ça. On ne voulait pas. Mais il y a ceci qui est très intéressant. La famille Charles-Parent a vendu ce lopin de terre après 2 ans, je pense. On a réussi. Mais l'avocat, celui qui avait affaire avec ce qu'on appelle la municipalité. Oui, la municipalité. Alors, lui a dit, aussi longtemps que je suis ici, nous n'aurons pas l'eau. Il a fallu qu'il change d'avis. Hein? Bon, alors, après un certain temps, on a eu l'eau courante à la maison. Mais maman, je me rappelle, maman et nous, on l'aidait à aller chercher l'eau dans un certain endroit. Bon, alors il y avait ça. Il y avait certains jeunes séminaristes qui ne voulaient pas qu'on marche sur le trottoir, puis maudit juif, caïf, passe Pilate, puis t'as tué le Christ, et puis tout ça. Ça fait que, nous, on allait à l'école à Québec, à l'école anglaise, protestante. Et puis... Pourquoi vous n'alliez pas à l'école française? Voilà. C'est une bonne question. C'est parce que les religieuses, c'était la congrégation Notre-Dame qu'on avait à l'époque, un beau couvent. Les religieuses venaient acheter des mouchoirs blancs chez nous, au magasin général. Puis un bon jour, il y a une religieuse qui a demandé à maman, pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants au couvent? Maman a dit, ben écoutez, nous enseignez la religion, nous, on a notre religion, et vous avez la vôtre. Oui, mais... si c'est seulement que ça, Mme Robach, on les enverra dans le corridor. Mais maman dit, bien écoutez, vous avez des prières à toutes les heures. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, les maths s'enseignaient avec, si on a tant de missionnaires en Chine ou en Afrique, et puis si on réussit à avoir tant de convertis, alors ça a pris combien de religieuses pour le faire, ainsi de suite. Alors, maman a dit, moi je veux qu'ils apprennent les maths, comme mathématiques, la littérature, et puis apprendre quelque chose qui leur sera utile. Alors la bonne sœur a répondu, ben, ils iront dans le corridor, mais maman a dit, alors ce sera toutes les heures. Alors, elle n'a pas aimé ça, la religieuse, et nous le comprenons, mais elles ont continué à acheter leurs mouchoirs chez nous. Et puis, il y avait les jeunes séminaristes, alors ils nous insultaient, ils crachaient sur nous. Alors, un bon jour, on a fait la grève. Même dans ce temps-là, on pensait à faire la grève. Alors, on a fait la grève, et puis maman a dit à papa, accompagne les enfants, parce qu'il fallait descendre à la gare pour prendre le train électrique pour se rendre à Québec. Qui était à la tête des contestations? Pardon? Qui était toujours à la tête des contestations? Je pense que j'étais toujours un peu. Je pense que je suis née avec ça. Oh là là, pauvre Léa. Bon, alors, mon père est venu, et puis il a demandé son nom au leader de ces antisémites, ces jeunes séminaristes, et puis lui a répondu, j'ai pas de nom à donner à un juif. Alors mon père, c'était la première fois que je le voyais fâché, il lui a donné la gifle en plein la bouche, et puis pauvre bourre, il a perdu 2 dents, et puis il a saigné. Mais savez-vous, c'est ça que ça prenait. Ces jeunes, après ce temps-là, il n'y avait pas un grand amour entre nous. Ça a pris peut-être 4 mois, 6 mois, mais c'est eux qui descendaient du trottoir, des trottoirs en bois qu'on avait, puis c'est nous qui marchions sur le trottoir. C'est malheureux que c'était le seul langage qu'ils comprenaient, hein. Mais on a vécu, on est resté là jusqu'en 18, et on est parti. Premièrement, maman était malade, il fallait venir dans la grande ville, il a fallu qu'elle ait des soins très particuliers. Et puis, on est parti, mais on a gardé
jusqu'à présent, cette amitié. Il y avait Anne-Marie Boucher, qui est devenue Madame Lortie. Elle est venue travailler chez nous, elle était orpheline. Oh, puis il y avait des gens qui ont dit, ben voyons donc, à son père, vous n'êtes pas pour permettre à Anne-Marie d'aller travailler pour les Juifs, voyons. Qu'est-ce que vous voulez? Il était pris, il avait 8 enfants. Alors elle est venue, elle s'est mariée de chez nous, et puis elle a toujours parlé de maman comme sa mère, et moi comme sa sœur, et parce qu'on avait seulement 7 ans de différence. Elle est morte il y a 3 ans de ça. Mais voyez-vous, là, on peut vivre avec amour, avec n'importe qui, si on le veut. Est-ce que la mort de vos amis qui ont été près de vous longtemps, est-ce que ça vous a affecté beaucoup? Oui, j'en ai pleuré de cette absence. J'en ai perdu, vous savez. Il y avait Marguerite Parent, elle est morte jeune. Il y avait Germaine Parent, elle aussi, elle est morte jeune. Et quand Anne-Marie, je venais la voir quand elle demeurait à Beauport, elle a demeuré à Beauport, bien entendu. Et puis, c'était comme, je perdais une personne, une amie, un membre de ma famille. Vous savez, et Madame Carmichael, quand elle est morte jeune, elle aussi. Mon Dieu, que ça doit été triste. Cette chère dame. Et puis, Madame Langlois, cette brave femme. Oh, si vous l'aviez connue, j'en suis sûre que vous l'auriez aimée. C'était une de ces femmes, c'était un soutien, vous savez. On pourrait aller à elle, se décharger le cœur, lui dire tout. Puis elle savait vous soulager. Et elle a fait ça tout le temps que je l'ai connue, tout le temps de sa vie. Lorsque vous avez quitté Québec, vous êtes parti pour Montréal, est-ce que ça a causé des grands changements dans votre vie à ce moment-là? Vous perdiez vos amis, vous perdiez des liens très étroits que vous aviez construits au fil des années les plus importantes de la base de la jeunesse, de l'enfance, de l'adolescence? Oui. Oh mon Dieu. Il y a ceci. La première des choses, il fallait s'habituer à vivre dans une ambiance. Premièrement, on demeurait dans la même rue que mes grands-parents. Et on n'en avait pas l'habitude. Hein? Alors, il fallait s'habituer à ça. Alors, il fallait aller voir grand-maman tous les samedis. Aller voir grand-papa aussi. Grand-papa venait à la maison voir maman et nous. Et puis, ça a été... Et puis, fallait parler l'anglais, là. Là, on était dans une ambiance anglaise à Montréal. Parce qu'à Québec, vous alliez à l'école en anglais. En anglais, mais tout le reste, votre vie quotidienne, oui, ça se passait en français. En français, à la maison en juif. En juif. Oui. Alors, ça a été une période de réadaptation, mais comme vous savez, quand on est jeune, c'est plus facile de faire l'adaptation à des circonstances différentes que quand on arrive, disons, à 30 ans, 40 ans. Là, c'est difficile. Mais voyez-vous, on avait des liens, on s'écrivait. Moi, j'écrivais à mes amis de Beauport. Et puis, on venait à Québec, parce que ma sœur demeurait ici à Québec. Et puis, on venait à Québec. Et puis, Anne-Marie venait à Montréal nous voir. C'était bien. Et Mme Carmichael était venue 2 ou 3 fois. Et même le petit-fils de la famille Parent, Charles Parent, les fermiers, leur petit-fils était un père blanc. Et je n'oublierai jamais, on demeurait dans la rue Kerb, à Outremont, puis il y avait c'était une rue dans le quartier où nous étions, c'était des Juifs.
Et quand ils ont vu monter ce père blanc chez les Robac, ils se sont dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire là? Alors, quand il est descendu, puis on est descendu avec lui, Charles-Aimé Guillotte, oh, il était beau. Puis, il est encore, je crois, il est à sa retraite, mais il a été en mission presque la plupart de son temps. Et puis, on l'avait conduit là, jusqu'à temps qu'il a pris dans le temps, c'était les tramways. Puis il est parti. Alors là, on a pu leur dire, mais c'est un ami d'enfance. Mais ils étaient estomaqués, mais qu'est-ce que vous faites, vous les Juifs, avec un ami d'enfance qui est un père blanc? Mais mon Dieu, on était amis. Charles-Aimé, moi, on était amis quand il ne portait pas la soutane du père blanc. C'était un camarade qui était encore très enjoué, et c'est ça qu'on leur faisait comprendre, que malgré le fait qu'il est père blanc, il est encore très vivant. C'était ça. Quand c'est la religion, finalement, pour vous, ça n'a pas été des vraies barrières dans les rapports que vous avez avec les gens? Non. Et même à Montréal, ici, j'avais des amis qui étaient des Noirs, j'avais des amis qui étaient des francophones qui venaient à la maison, j'avais des amis anglophones. Non. Maman, elle comprenait, et mon père aussi, que c'est pas la question. D'abord, maman disait toujours, il n'y a qu'un Dieu. Nous, on le prie en juif ou en hébreu. Les autres le prient en latin, parce qu'à l'époque, c'était le latin. D'autres le prient en allemand. C'est un Dieu. Et maman disait qu'il y a du bon monde partout. Alors, c'est pas la question de ce qu'ils mangent ou la manière qu'ils prient le bon Dieu. C'est qu'est-ce qu'il est quand il est dans le monde, là, un être humain. Est-il un être humain? Dans la force du mot, s'il l'est, eh bien, mon Dieu, on l'aime, et lui aussi nous aime. Pas plus mélangé que ça. Qu'est-ce que vous recherchez chez les gens? Moi, je cherche, premièrement, c'est la compréhension que, comment dirais-je, on a besoin de vivre et de laisser vivre. C'est pas la question, on ne peut pas dire, oh ben lui, c'est un fainéant, il n'est pas riche. On ne mesure pas. Premièrement, on n'a pas le droit de juger la personne. Jamais. Au plus grand jamais. Oh mon Dieu, je suis un être humain. On est des êtres humains. Alors, qui suis-je de dire que c'est telle et telle manière qu'on doit se comporter? On doit se comporter comme des êtres humains. On doit s'aimer. On doit avoir la compréhension, la compassion. C'est pas donné à tout. On ne peut pas être tous pareils. Chacun a une certaine composition chimique dans son corps. Il y a l'ambiance qu'on a été élevé. Moi, j'ai pour m'en dire que si on a été élevé avec amour, ça aide. Ça aide. C'est pas les taloches qui aident. Moi, même à mon âge aujourd'hui, je sursaute quand je vois une maman qui frappe son petit là, sur la tête, sur les oreilles ou au visage. Ah ben ça, je sais pas qu'est-ce que ça me fait. Moi, je voudrais arriver là, puis la prendre par le bras et lui dire, laisse donc faire, c'est pas comme ça que tu vas élever ton petit. Non, moi, j'ai pour m'en dire, les gens, on devrait les laisser vivre, qu'on profite de cette belle nature qu'on est en train de détruire, oh mon Dieu, il y a tant de choses qu'on doit corriger, qu'on nous laisse vivre en paix. C'est pas avec les guerres qu'on corrige les injustices. Jamais. Moi, j'ai vécu des guerres depuis 14-18.
Ça n'a jamais été la manière de corriger les choses. Est-ce que ça vous fait peur, la guerre? Oui, et c'est pour ça que je milite contre les guerres. Et maintenant, je milite depuis les années, depuis Hiroshima et Nagasaki. Je milite contre les bombes nucléaires parce que c'est pas des guerres, on ne fait pas de guerre avec ça. C'est l'extermination du genre humain. Et là, surtout avec le neutron, ça va maintenir les édifices debout, mais ça va tuer des gens. Mais est-ce que c'est humain, ça? Pour moi, c'est une dégénération colossale. Et moi, je dis, on ne peut pas vivre avec ça. C'est pas avec ça qu'on vit. On vit avec l'amour, la compréhension, et puis la compassion de son prochain. On a tant besoin de choses, qu'on fasse la construction des choses, qu'on érige des logements à prix modique. Il y a tant de choses constructives qu'on puisse faire, positives, qui vont aider les gens. Tous ces analphabètes qu'on a, c'est honteux en 1982. Il y a tout un travail à faire seulement de ce côté-là. La santé, les milliards qu'on dépense pour les neutrons et tous ces saletés-là, on n'est pas avancé du tout contre le cancer et les maladies cardiaques et tout ça. Il y a tant de choses à faire qu'on commence. Et vous, combattre le nucléaire, c'est important pour vous? Ça fait longtemps que vous luttez dans ce sens-là. Et surtout maintenant, là, où n'importe qui peut fabriquer une bombe nucléaire. Même il y a ce jeune de 15 ans, 16 ans à Washington, et c'était pas un génie. Il est allé à la bibliothèque à Washington, il demeurait là, et puis il a lu des livres, et puis lui et ses quelques camarades, ils ont construit une bombe atomique. Imaginez-le, ils ont dit, il n'y a rien de plus facile. Alors, allons donc dire que ça va nous protéger. Mais mon Dieu, on n'a pas fini d'embobiner les gens, non? Qui a besoin de ça? Il y en a des gens qui font de l'argent de la tuerie, hélas. Mais on veut faire de l'énergie nucléaire une ressource. Oh, c'est pas ça qui va en faire une ressource. Premièrement, on a vu ce qui s'est passé à 3 Mile Island, hein? Et puis dans d'autres pays. Alors, moi, comme on dit en anglais, I don't buy that. Il y a ceci. On a le soleil. On a, comme ici, là, l'énergie qu'on a, là, de la baie James et puis de tous les autres. Et il y a aussi ce qu'on a de lui, là, premièrement, là. Si on fait les choses sans profit, vous allez voir que les cannes d'eau ne se vendront pas. Ça. Parce qu'on peut faire des bombes avec ça. Ben, l'Inde, ils ont promis. Oh, ils ont promis. Nous, c'est seulement pour l'électricité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont la bombe. On a vendu un camp d'eau en Argentine. Hein? Et puis, ils ont signé. Puis, un des ministres au fédéral nous a dit, et même le ministre de l'État a dit que, mon Dieu, ils ont donné leur parole, ils ont signé le contrat que jamais ils allaient se servir des camps d'eau pour fabriquer des bombes. Mais mon Dieu, Hitler avait dit la même chose dans son mouvement de nazisme. Pas de guerre, comptez sur moi. Justement, en parlant de nazisme, vous avez vécu une période, où vous avez été très près du nazisme lorsque vous êtes allé vivre en Allemagne. Oui.
Pouvez-vous nous parler de cette expérience-là? Oui, au côté de la montée naziste? Ben, je l'ai vécu. Moi, j'étais là de 29 à 32, hein, et étant juive, étant étrangère, on voyait, moi j'étais étudiante à l'université, je faisais partie d'un mouvement de gauche. Quelle université? L'université de Berlin, Berliner Universität, à Berlin. Alors, j'étais là, et puis c'était la montée du nazisme. Il y avait, à tous les jours, il y avait du graffiti là, Jude raus, dehors les juifs, abat les juifs, on saccageait leurs résidences, leurs magasins. Vous savez, c'était... Ils avaient besoin d'un bouc émissaire, hein? Et puis, les Allemands, le juif, faut le dire, lisez votre histoire. Le juif a servi pour la plupart du temps dans l'histoire comme bouc émissaire. On s'en servait. Il fallait avoir quelqu'un pour mettre le blâme dessus. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous êtes-vous senti menacé parfois lorsque vous étiez sur place? Oh oui. Et puis, parce qu'on savait, premièrement, que les nazis, le mouvement nazi, était rendu tellement dans les familles. Il y avait des frères et sœurs, par exemple, qui ne voyaient pas la chose comme ensemble. Alors, on voyait là que la fille, soit qu'elle quittait la maison, ou le frère quittait la maison, et puis ça, la famille se divisait. La famille se divisait, bien sûr. En plus de ça, il y avait la question l'endoctrinement, ou l'endoctrinage, je ne sais pas comment c'est. Bon. Alors là, dans les écoles, il y avait les Hitler-Jugend, la jeunesse hitlérienne, le petit costume, c'était le modèle des fascistes en Italie. Et là, c'était les Balilos, les Balila, les Balili. Et puis là, c'était la camise neri, la chemise noire, avec le petit casque et le blanc. Parce que j'ai passé 3 mois en Italie à l'époque de Mussolini. Alors ça aussi, j'ai vécu ça, mais pas autant comme en Allemagne. Et puis, en Allemagne, on avait les enfants. Il y avait les 3 cas. C'était Küche, la cuisine, et puis la Kinder, les enfants, faites des enfants, Hitler a besoin de soldats. Et puis, il y avait des Kirche, l'église. Alors, les 3 cas. Pour commencer, Hitler se servait de l'église. Mais à un bon moment, comme on a vu aussi que le clergé a été emprisonné, il y en a un bon nombre qui ont été emprisonnés. Il se foutait, lui. C'était le nazisme, un point c'est tout. Et puis, malheureusement, les gens, le gouvernement changeait comme on change de chemise. À l'université, on avait déjà un bon nombre d'étudiants et de profs qui pensaient à se placer les pieds et puis qui faisaient partie du mouvement nazi. Comme on avait un mouvement de gauche aussi. Et c'est comme ça, moi, que je suis entrée dans le mouvement de gauche, parce que, vous savez, le tour a été joué pour renforcer le hitlérisme. C'était la crise en 29. C'est pour démontrer de quelle façon les choses marchent, de quelle façon les choses s'enchaînent. Vous aviez le crash à Wall Street en octobre 29. Et
nous, on était au cinéma, mon frère et moi, et puis on était là, puis là, sur l'écran, ils ont dit Crash on Wall Street. Le crash dans la rue Wall, oui, à New York. Immédiatement, le film n'a même pas été terminé, et puis les gens sont sortis du cinéma dans la rue, et le jour après, c'était la crise en Allemagne. Les gens avaient une carte, parce que, vous savez, on dit toujours l'efficacité des Allemands, hein? Ah ben là, ils avaient leur efficacité. C'est pour démontrer qu'on... à l'autre bureau, puis on donnera tant de marques. Mais il faut se rappeler qu'en 23, moi j'en ai entendu parler très très souvent à Berlin, il y avait eu cette inflation où pour acheter un pain, ça prenait 1 million de marques. Et il y avait un des camarades, un universitaire, son père, avait tapissé son petit bureau qu'il avait à la maison avec ces marques d'inflation qui n'avaient pas de valeur. Pour acheter une paire de souliers, ça prenait des milliards de marques. Alors vous achetiez un soulier et quand vous alliez chercher l'autre, déjà ça prenait 2 milliards de marques. Et c'était ça. Et tout ça. Et la démagogie d'Hitler et de Goebbels et de Rosenberg et puis de Göring et les autres, eh bien, ils s'en ont servi de cette démagogie et puis ils ont démontré aux gens, voyez-vous, venez avec nous et puis vous verrez, vous n'aurez pas à subir cette inflation parce que de suite on avait dit que c'était les Juifs. N'est-ce pas? On avait besoin du bouc émissaire, hein? Alors, il était là, le juif. Alors, c'était lui. Alors, les synagogues, les magasins, les résidences, on détruisait les fenêtres, les fenêtres étaient cassées, tout ce graffiti sur les synagogues, et puis même il y avait des synagogues qu'on avait brûlées. Alors, il y avait la crise, il y avait cette haine des Juifs et la haine d'un cousin ou d'un oncle ou d'un camarade qui ne voulait pas suivre les nazis. Il y avait, même dans les grands buildings, là, des grandes maisons de rapport, comme on dit, hein, les conciergeries, eh bien, il y avait le Wächter, c'est-à-dire, comme on dirait ici, le surintendant, le concierge. Hein. Eh bien, lui avait reçu les instructions. Parce que, écoute, là, tu vas voir qui va chez monsieur un tel ou d'un autre, parce qu'on pense que ces gens-là, ils sont contre le nazisme. Tu vas les rapporter. Les enfants à l'école, on leur disait, cette propagande, tu vas nous dire, tes parents, est-ce qu'ils parlent contre le nazisme? Hein? Et puis des fois, on les acculait au mur, et puis les enfants brodaient des histoires. Alors, c'était vraiment épeurant. Mais ça vous a pas fait quitter la mer sur le champ? Oh, bien, j'aurais voulu. Et c'est pour démontrer là. Hein. Moi, je faisais partie d'un mouvement de gauche, alors j'en avais parlé à notre leader, puis lui a dit, écoute ma fille, tu es étrangère, tu es juive, rentre chez toi. Il y a la guerre qui s'en vient, le mouvement nazi devient de plus en plus fort, alors tu verras, ça ne marchera pas ici. Rentre chez toi. Alors moi j'arrive parce que j'avais fait à peine 2 ans, j'avais appris l'allemand,
Et j'aimais beaucoup la sociologie, alors je voulais me lancer dans ça. Je m'en vais voir mon prof. Et entre parenthèses, il faut que je le dise. Lui était un professeur juif. Mais vous savez que à l'époque, les juifs allemands étaient plus allemands que les Allemands, comme on est plus catholiques que le pape. Hein? Bon, alors c'était ça. Alors moi j'arrive et je lui dis exactement ce qu'on m'a dit au club. Alors il dit, voyons donc. Bon, puis il me tape sur l'épaule comme si j'étais une petite ligote de 5 ans. Il me regarde avec un air. Et puis il dit, ben écoute, nous, on n'est pas les Italiens. Parce que c'était des Allemands, la nation supérieure. Les Allemands, c'était bon pour jouer la mandoline et faire l'amour, comme ils disaient, les Italiens. Oui, les Italiens. Mais pas les Allemands. Alors, lui m'a dit, bon ben, admettons qu'Hitler rentre au pouvoir. Mais voyons donc. Il dit, bon, c'était peut-être 3 mois, 6 mois ou plus. Puis après ça, il dit, on va en finir avec lui, et puis ça deviendra l'Allemagne de culture, etc. Mais j'ai dit, mais vous n'êtes pas, comme on dit en anglais, you're not with it. Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez là? Vous ne comprenez pas la vraie situation? Alors, il dit, où prends-tu tes renseignements? Ben, j'ai dit, les personnes de qui je prends les renseignements sont très bien renseignées. Mais il dit, moi, il dit, je suis professeur à l'université. Ben, je n'ai pas osé le lui dire, mais c'était là, j'aurais pu le lui dire, que ne t'en fais pas tant, toi, avec ton doctorat, puis tout le tralala, tu es naïf si tu penses comme ça, ou bien tu es idiot. Alors, je suis retourné au club, et puis je lui ai dit ce que professeur Lévy avait dit. On m'a dit, écoute-moi là. Il dit, tu sais comme moi là, qu'est-ce qui se passe. On en a parlé au club. Les armements, et les Allemands n'avaient pas le droit de fabriquer des armements parce qu'ils avaient perdu la guerre 18 et puis c'était signé. Vous savez comme c'est signé, hein? Comme j'ai dit tout à l'heure, Hitler avait bien signé. Et puis après, alors, moi je suis rentré chez moi. Je suis parti. Il a fallu que, je pense, c'était mon cher beau-frère Normand qui nous a quittés il y a 2 ans passés. Je pense que c'est lui qui m'avait envoyé l'argent. Vous a ramené ici. Ah, ce cher Norman. Et c'est ça. Et là, vous êtes revenu à Montréal? Oui. Là, je suis revenu à Montréal. J'ai travaillé pour un YW juif, Young Women's Hebrew Association. C'était durant le temps de la crise. Alors, j'avais quitté l'Allemagne, j'avais quitté Berlin en crise. Et je suis arrivée ici. Vous retrouviez la crise ici aussi? Très triste. Et quand on parlait de tous les Juifs sont riches, et je regardais comme les francophones, comme les pauvres Italiens, comme tous les autres, ils étaient pauvres, ça vivotait dans la rue Rachel, ça vivotait dans la rue du Luc, la rue Saint-Urbain, la rue Mont-Royal, comme les francophones de Morin, dans la rue Partenay, dans le village à Mlas, là-bas, comme ici on vivotait à Saint-Malo, et puis à Saint-Sauveur. C'était honteux. Les logements, là, il y avait des trous dans les murs, il y avait des trous dans les planchers, et les enfants ont été mordus par des rats dans le quartier Saint-Louis, là-bas. On vivait côte à côte avec la vermine. Ben c'est ça, il n'y avait pas de bain. Il n'y avait pas de bain. Il y en avait qui avaient des toilettes. La plupart du temps, ça ne marchait pas. Il fallait descendre un palier plus bas pour aller aux toilettes. Alors, il y avait un bain peut-être dans le quartier, un bain public. Il n'y avait pas toujours de l'eau là-bas, là. Alors, et puis, pas de travail.
Et puis, ils n'avaient pas cette aide sociale qu'ils avaient en Europe. Alors, il fallait demander la charité à l'Armée du Salut et aussi à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, il fallait promettre qu'on n'allait pas dépenser l'argent. Des fois, ils nous donnaient un peu d'argent, hein, parce qu'il y avait une famille nombreuse. N'achète pas de bière si on apprend que tu as acheté de la bière et des cigarettes, tu n'auras plus un sou. C'était vraiment... Et puis, il fallait répéter une prière à l'Armée du Salut. Puis ça ne travaillait pas. Alors, quand les sans-travail ont manifesté à Montréal, eh bien, il a fallu... Vous en faisiez partie? Oui, parce qu'il fallait, hein. On avait vu ces gens-là. Le crash était à Wall Street, c'est pour démontrer comment on est liés, hein. Le crash avait affecté à Berlin, où j'étais, toute l'Allemagne, la France, en Angleterre, mais la reine n'a pas souffert, hein, et la famille royale n'a pas souffert. Ça, il faut bien s'en rappeler. Alors, c'est ça, on a vu ces gens souffrir, alors quand la mesure est pleine, elle renverse. Mais il y avait la police qui venait, et puis ensuite, là, il y avait Duplessis. Alors, ça, c'était un peu plus tard. Ouais. Mais là, à cette époque-là, vous avez commencé à travailler dans un mouvement de gauche, parce qu'en Allemagne, vous avez fait vos débuts en tant que militante dans les mouvements de gauche. Oui. Alors, on est venu vous chercher à Montréal pour quelle raison? À ça, en 1935. En 1935, on m'a demandé, on a ouvert une librairie marxiste, comme on dit. Et puis là, ben, on avait non seulement des livres de gauche, on avait des romans français, des romans anglais, parce que on avait les deux langues à la librairie, on avait des livres dans les deux langues. Et puis, en 1936, on est venu me demander, parce que en 1936, là, on avait décidé, parce que vous avez lu, vous n'étiez pas là à l'époque, on avait dit le CIO allait commencer à faire de l'organisation. Vous avez entendu parler de la CIO, hein? La CIO, oui, la CIO, c'était une chanson qu'on chantait quand on avait des manifs. Bon, alors là, on avait dit c'était le moment d'organiser. Puis on avait demandé parce que on voulait former un syndicat dans l'industrie du vêtement pour femmes. Et puis, à l'époque, on avait le syndicat américain qui ont payé pour faire de l'organisation ici, parce qu'il n'y avait pas de syndicat. Et puis, à l'époque, il y avait le syndicat catholique, n'est-ce pas? Et puis le syndicat catholique nous suivait. On a fait de l'organisation en 1936. En 1937, les patrons ne voulaient pas signer. On a fait la grève pendant 3 semaines. Et puis, c'était très intéressant parce que le syndicat catholique, bien entendu, commençait. Hein? C'était assez nouveau, là. Il y avait l'aumônier, un brave homme, mais parce qu'il n'avait jamais travaillé dans une usine. Et puis, c'était Monsieur l'abbé, j'oublie son nom, un petit mince. Alors, et puis, il faut le dire entre parenthèses, les conditions à l'usine, à l'époque, dans ce métier, étaient atroces. Atroces. Il n'y avait que peut-être, premièrement, on est poussé dans le dos, c'était jamais assez vite. Et puis, la plupart des ouvrières, à cette époque-là, surtout sur les machines, étaient des Canadiennes françaises, comme on disait à cette époque-là. Il y avait des Juifs. L'industrie, pour la plupart, était entre les mains des Juifs. Et puis, il y avait
l'industrie de la robe, par exemple, au Hermes Building, ça c'est dans la rue Peel, vis-à-vis de l'hôtel Mont-Royal. Là, c'était la belle robe. Et les patrons étaient déjà des gens qui avaient un certain décorum. Hein? Alors, ils savaient qu'il fallait amadouer les personnes, ils faisaient la très belle robe. Alors là, on ne demandait pas tant de vitesse, mais la robe a beau marcher, là. Les coutures, ça allait comme ça, et les ouvrières, ça gagnait, mon Dieu, pour 80 heures. Moi, j'ai vu les enveloppes de paye. 80 heures de travail, sans compter le travail qu'on faisait à la maison, parce qu'on apportait des paquets comme ça pour se donner de l'avance, comme on disait, tourner les ceintures, couper les fils blancs, reprendre les coutures de l'ourlet, ainsi de suite. Alors, là, 80 heures, 70 heures. Alors, c'était quoi? C'était 9 $, 10 $. Comparativement au patron, lui, il pouvait gagner. Lui, mon Dieu, hein, on n'a jamais voulu nous montrer ses livres hein, en temps de négociation. Alors, c'est ça, c'était le système. C'était pour quelle raison que vous vous intéressiez au mouvement syndicaliste? Bien, moi, je vais vous dire une chose. Parce que c'était le mouvement, vous faisiez partie du mouvement communiste? Oui, mais ça, c'était autre chose. Oui. Le mouvement syndicaliste... C'était quoi les raisons qui vous attiraient? Moi, je vais vous dire, militer? Je n'ai jamais aimé quand les gens se faisaient foutre. Pour moi, c'était manquer de respect de son prochain, de faire usage d'une personne pour m'enrichir sans reconnaître que cette personne m'aidait, sans reconnaître que c'était un être humain, qu'aujourd'hui peut-être qu'elle ne pouvait pas travailler aussi vite qu'elle a travaillé la semaine passée, qu'elle avait des soucis, qu'elle aussi avait des maux de tête, elle aussi, parce que rappelez-vous que c'était encore le temps de la crise, hein? Et les 80 heures qu'elle travaillait, c'était combien de semaines? C'était à la saison, à la hauteur de la saison printanière et estivale. Alors là, c'était le grand coup. Ça durait 3 semaines, 4 semaines, puis après ça, rentre chez toi, hein? Lot d'humanité. Comment vais-je faire pour vivre? Ça, arrange-toi, ça c'était tes bobos à toi. Alors pour moi, c'est une chose que j'ai jamais pu tolérer. Quand j'étais à Beauport, là, petite jeune fille, et que j'entendais parler qu'une telle, son mari l'avait battue, mais mon Dieu, mais j'ai dit, elle n'est pas partie. Et je me rappelle que Marguerite Parent disait, elle est morte jeune, elle est morte de tuberculose, il y en avait tellement à l'époque. Mais Marguerite Parent me disait, mais Léa, sont mariés pour la vie. Sont mariés pour la vie. Alors, attrape les coups. Fais des petits même s'il est en boisson. Ça, moi, c'était une chose. Marguerite me disait, c'est le sort de la femme. C'est comme ça. Alors moi, je me disais, non, bon Dieu, on dit bon Dieu. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes jamais marié? Oh non. Moi, premièrement, j'aurais été une personne difficile à vivre avec. Hein. Imaginez un mari, là. Oh non, mais je vais vous dire franchement, premièrement, je savais trop ce que je voulais dans la vie. Je n'étais pas une de ces personnes, j'avais pas appris ce que j'ai appris depuis. Qu'à mon âge, et peut-être dans la cinquantaine, j'ai réalisé que toute personne, pas seulement que la femme, mais l'homme aussi, quand on vit en communauté, 2 personnes, ça fait déjà une communauté. Alors, il faut mettre de l'eau dans son vin. Oui, comme on faisait en Italie quand il faisait très chaud. On ne buvait pas le vin 100%. On mettait moitié eau et moitié vin. Alors ça, c'est une chose que j'ai apprise. Mais dans mon jeune temps, oh là là, pouf, jamais de la vie. Et moi, je ne pouvais pas, quand je voyais ça,
des femmes là, intelligentes, gentilles, qui se faisaient battre par le mari, et puis qu'ensuite fallait, et puis était un peu ivre, et puis qu'ensuite fallait faire des tis avec lui. Ah ben je disais, oh là là, non. C'est pour ça que vous vous êtes pas marié. Bien, c'est peut-être une des raisons. Une des raisons. Et puis, il est poli d'attendre qu'on vous demande, hein. C'est ça. Mais on vous a déjà demandé. Eh bien, comme ça, oui, mais... non, franchement, j'aurais aimé avoir des enfants. Oui. J'aime beaucoup les enfants. Ça, j'aurais aimé ça. Mais comme je l'ai dit, dans le travail que j'ai fait, j'ai eu beaucoup d'enfants. Les enfants des amis, les enfants, premièrement de ma famille, les enfants des ouvrières avec qui j'ai travaillé. Mon Dieu. Alors, tous ces enfants, je les aime bien. Et je les aimerai toujours, franchement. Mais voyez-vous, il y a ceci. Quand on a travaillé dans le métier de la robe, et on a signé le contrat après 3 semaines de grève. C'était pas un contrat à 100%, c'était le premier contrat. Et puis, on aurait pu avoir davantage. Mais il faut le dire, et encore aujourd'hui, c'est un syndicat faible. Il n'encourage pas le militantisme. On avait un groupe vraiment militant. Mais eux avaient pour leur dire, les permanents là, qui nous venaient des États-Unis, ou ceux qui ont été entraînés aux États-Unis, que le militantisme égalait le communisme. Et ça, c'est faux. Le militantisme, c'est de voir à sa propre peau. J'ai besoin de savoir, moi, les choses économiques. J'ai besoin de connaître ça pour voir si vraiment j'ai droit à une augmentation. Le syndicat militant ne travaille pas seulement pour les 5 cents ou les 10 cents ou quoi d'augmentation l'heure. C'est pas seulement ça. C'est aussi conditions de travail. Pourquoi, quand on travaille, on ne pourrait pas travailler avec dignité, qu'il n'y a pas de cafards, des coquerelles là, qui se promènent? Pourquoi on n'a pas un endroit où je peux manger, où je peux prendre les 10 minutes de repos pour me détendre un peu? Pourquoi que je dois respirer toutes ces saletés qui sont nocives pour ma santé? Pourquoi dois-je endommager ma vie pour le profit? Ah ben ça alors, c'est injuste. Alors, il y en a assez pour les deux parties. Donc, c'était de vous battre pour la justice qui est... Oui, ben c'est ça. Vous savez, la justice... Et l'égalité des chances de tout le monde. Oui, c'est de surtout le travail avec dignité et d'avoir... de profiter de mon travail. N'est-ce pas? J'ai le droit de profiter de mon travail. J'ai le droit de travailler pas comme une énervée. Là, je prends les nerfs. Là, je saute parce que j'ai quitté le syndicat et il y avait la guerre qui s'était déclarée. Et en 1942, moi, je suis allée travailler dans une usine où on fabriquait des appareils radiophoniques. Et surtout, vous avez de gros contrats de guerre, hein? Et c'était cost plus, qui voulait dire, ça nous coûtait tant, et puis, rajoutons le profit. Alors, ces gens-là, ils ont bien profité de l'industrie de guerre, hein? Et en même temps, ils continuaient à presser les disques. C'était pas avec les disques qu'on fait la guerre, mais ils n'ont pas lâché leur profit qu'ils faisaient. Alors, il y avait tout un département pour faire les disques. Ça vous parlait de quelle compagnie, là? Ça, c'était la RC Victor, à Saint-Henri.
Parce que vous êtes allé travailler dans cette compagnie-là. Oui, là, et pour organiser le syndicat, là. Ah, vous vous êtes engagé pour aller organiser le syndicat? Oui, il le fallait. Ça se fait pas seul. Ça se fait avec le vouloir des ouvriers. Faut jamais croire qu'on a envoyé quelqu'un, là, un permanent, qui peut, en se promenant, donner des tracts et puis dire « Presto allegro, on a le syndicat ». Ça se fait pas comme ça. Moi et d'autres personnes, des camarades à moi, on est allés là pour vraiment faire de l'organisation, parce qu'il y avait la demande. Il y avait la demande. Il n'y avait pas de syndicat. Les hommes qui travaillaient à 26 cents de l'heure, moi aussi j'ai travaillé à la chaîne, je gagnais 26 cents de l'heure. Alors, mais bon, on entrait à 5h30, puis on sortait à 5h30, et puis toutes ces odeurs-là qu'on avait, ben, on est ouvrier alors, ça fait partie du métier. Et puis, ben bon Dieu, ça toussait, les gens étaient malades. Les femmes qui venaient d'accoucher, il n'y avait pas de question de congé maternité. Hein? Voyez-vous, congé de maternité. Voyez-vous, là, comme c'est important. Alors, la femme arrivait, elle n'avait pas son petit, il n'y avait pas de garderie à l'usine. Alors, son lait, eh bien, des fois, ça trempait, faisait chaud, alors ça trempait sa robe. Elle entrait à la toilette, puis elle était là un bout de temps, mais de suite, la contre-maîtresse allait la chercher. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Elle dit, tu vois pas ce que je fais? Je suis en train de dégoûter mes seins. Bon. Ben, elle dit, t'aurais pas pu rester à la maison faire ça, salope. Voyez-vous ça, hein? Alors, on est marqué par toutes ces choses-là, vous savez. Ce sont une injustice après une autre. Vous avez défendu beaucoup la femme Pas seul. Ça, on ne le fait pas seul. Jamais. J'aurais jamais pu. Mais on avait des gens. Oui, mais est-ce que c'était de défendre plutôt la situation de la femme ou de défendre l'ouvrier? L'ouvrier et l'ouvrière, en général. On ne peut pas diviser. Moi, je suis contre. Je suis féministe, oui, mais je suis contre la division. On est des êtres humains. On est des ouvriers. Quand vous dites que vous êtes féministe? Ah, moi, je lutte, je manifeste pour les droits de la femme. J'ai toujours manifesté pour ça. Même quand il y a la Saint-Jean, dans les années 20, au tout début de 30, je me rappelle, les femmes se réunissaient à l'hôtel Windsor à Montréal. J'allais là aussi, j'étais intéressée. Parce que, mais par contre, je ne suis pas une des celles qui va jeter son soutien-gorge à la poubelle et puis tout ça. Non. J'ai pour mon dire, il faut avoir les mêmes droits que l'homme au travail là. Si je fais le même travail que lui, ou le travail de même valeur, équitable, alors j'ai droit à son salaire. Bon, vous le savez, comme moi, vous prenez là les femmes qui travaillent dans les postes, dans n'importe quel bureau, là, que ce soit les gouvernements, que ce soit dans d'autres, même dans les annonces, par exemple. Hein? Alors, n'importe où, la femme, elle arrive à la hauteur, mais son salaire, il est toujours plus bas. Quand on pense là, prenons ouvrier, ouvrière. Aujourd'hui, en 1982, la femme gagne 58% de moins que l'homme pour travail égal et de valeur égale. 58% de moins. Elle fait des choses aussi bien que lui. Voyez-vous là, deuxième sexe, comme disait Simone de Beauvoir. Mais la lutte est pas finie dans tout. Ah, ça n'est qu'un début, comme dit l'histoire. Est-ce que vous croyez à la jeunesse? Oui. Moi, je vais vous dire, là, à mon âge,
je vois, il y a une relève qui se forme ici au Québec. Et je dois dire que la francophone, la québécoise, elle, on voit ça partout. C'est elle qui a avancé davantage dans le mouvement je dirais, de libération. Vous prenez par exemple les Anglaises, là, c'est un autre tempérament, hein? Et puis elles n'ont pas fait les pas. Vous prenez par exemple dans tout, les écrivaines. Il y en a des Québécoises ici. Mais à tous les samedis, quand je lis Le Devoir, encore une autre, encore une nouvelle, une jeune. Prenez le théâtre francophone. Mais mon Dieu, c'est merveilleux à Montréal. Et à Québec même aussi. Et n'importe où, à Chicoutimi, même aux îles de la Madeleine, partout. Alors, et puis, quand je vais aux manifs, hein, moi, c'est là où je vois. Je me rappelle les années passées. Je me rappelle le 8 mars. Ça, je m'en rappellerai toujours dans les années 30, 40, 50. Le 8 mars, c'est le jour de la femme. C'est un jour international. Puis alors que disent les communistes, bon, ils ne connaissent pas leur histoire. Ça a débuté à New York. Ce sont les femmes qui ont travaillé dans la robe et qui en avaient assez de se faire pousser dans le dos puis d'être traitées comme des esclaves. Alors elles ont dit, basta, c'est assez. Et quand il y a eu le congrès international au Danemark, là, et puis les Américaines étaient là, avaient parlé il fallait un jour international pour la femme où on pourra prendre sa place comme on doit le faire. Et il y avait Clara Zetkin, une Allemande que j'ai connue dans ses vieux jours. Et les nazis en avaient peur parce qu'elle était au Reichstag. Cette femme avec ses beaux cheveux blancs, sa toque, portait toujours un tablier puis elle avait sa canne. C'est Clara Zetkin qui a proposé d'accepter la résolution de ces Américaines qui proposait la journée internationale des femmes. Clara Zetkin n'était pas, en 1910, une communiste. Elle était socialiste, oui, comme il y en avait beaucoup. Alors moi, j'ai pour mon dire, faut pas s'en faire. La relève, et vous savez, les jeunes, comme on dit en anglais, don't sell them off cheap. Ils sont là, on en a dans toute classification de gens, dans toute catégorie. Il y en a là qui s'en foutent. Par contre, on voit là les jeunes femmes, les femmes moins jeunes, à l'UQAM, à l'Université de Montréal, au Concordia, même des francophones qui vont au Concordia pour suivre des cours qu'elles ne peuvent pas avoir ailleurs. Eh bien, moi j'ai pour mon dire, les femmes veulent la paix. Et si on travaille ensemble, mais vous savez, il faut être unis, il ne faut pas se laisser diviser par des niaiseries, des bagatelles. Nom d'un chien, qu'est-ce que ça peut bien faire, moi, ça? J'allais dire un gros mot, alors je dis le mot de cambon, hein? Alors c'est compris. Mais franchement, là, et puis, quand j'entends des gens de mon âge, ou moins vieux, qui disent, oui, mais regardez donc la manière que ça vit, les jeunes. Écoutez, l'amour, c'est très nécessaire. Et moi, j'ai pour m'en dire, on est jeune, on est vieux, on a toujours besoin de l'amour. Et moi, je dis, vive la paix, puis vive l'amour.
decision was unexpected because their jobs are already so insecure. In the last 4 years, Quebec's garment industry has lost 15,000 jobs. In a climate where militant unions have tempered their demands, no one thought traditionally conservative workers would respond by becoming more radical. Carla Lipsig-Mumé teaches industrial relations at Montreal's Concordia University. They are saying, we are going to stay out. We have nothing to lose. I think what we're looking at is something of a grassroots rebellion against really working conditions that remind one of the sweatshops. I haven't seen a strike like this since the farm workers organizing in the United States in the 1960s, where you had a community erupting and saying, enough. For example, I saw a man who must have been close to retirement age walking the picket line saying, not just a living, but a life. The Quebec sector of the International Ladies Garment Workers has been a lifeless union in a declining industry, an industry eroded by cheap imports from the Third World, a union controlled by its New York headquarters. Carla Lipsig-Mumé. The union was a union which was weak, cynical, lazy, and effectively did not do a job representing its workers. I would effectively say there was no union in the industry up until the early 1980s. About 1980, an effective rank-and-file group began to form called CATV, the Comité d'Action des Travailleurs en Vêtements. From the pressure of this rank-and-file group, in March of 1982, the leadership did change, and Jules Gauthier became the president with a new team. What the team did, whatever else they may or may not be doing in the negotiation phase, what they did was to get the rank-and-file involved again in the union, and that's the sine qua non for any kind of real, honest union action, and that they have done dramatically. I suspect they may be surprised at how well they've done it. Signs of strength in this union are all the more surprising because in numbers, the union is getting weaker and weaker. In the last 2 years, the union has lost 3,000 members. 12,000 remain. 10 years ago, 60% of the Quebec garment industry was unionized. That figure has dropped to 48%. These statistics don't even take into account the most serious challenge to the union, the surge in home workers. Over 20,000 people are making women's garments at home. This is nearly double the number of unionized employees. Owners of union shops justify their proposal to roll back wages by saying they can't compete with non-union shops, which pay their workers $2 less, or with home workers who earn less than minimum wage. Lazar Peters is executive director of the Montreal Dress and Sportswear Manufacturers. A renaissance, and I feel that renaissance. The only thing, we have to keep it alive. Tomorrow I'm going on the picket line again. Tomorrow, Montreal's garment workers will have been on the picket line for 1 week. For most, that's the sum of their strike experience. These are not workers seasoned in the ways of militancy, but they are in search of two things: an acceptable settlement and a leadership that recognizes their determination. In Montreal at the Paul Sauvé Arena, this is Elizabeth Hay for Sunday Morning. Next, Frank Summers' Moscow Diary.